Bonjour à tous, imaginez un peu, un déficit de près de 200 millions d'euros sur une seule saison. Une dette qui explose alors même que le club vend ses meilleurs joueurs, ses bijoux de famille, pour plus de 300 millions. Comment est-ce possible? Comment l'Olympique lyonnais, un des plus grands noms du football français, a pu en arriver là? C'est l'histoire d'un véritable mystère financier et on va essayer de le percer ensemble. Voilà le premier chiffre qui donne le vertige, 320 millions d'euros. C'est la somme totale des actifs qui ont été vendus depuis le rachat du club par John Textor. On parle des joueurs formés au club, des franchises, des infrastructures. Une somme colossale qui, logiquement, aurait dû remettre les finances à flot. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Parce que, et c'est là que ça devient complètement fou, pendant que le club vendait à tour de bras, la dette, elle, n'a pas diminué. Au contraire, elle a explosé de près de 40%. On est passé d'environ 400 millions à plus de 576 millions d'euros. Le paradoxe est total. Du coup, la question, elle est simple, elle est brutale et elle est sur toutes les lèvres. Mais où est passé tout cet argent? Comment un club peut-il vendre pour 320 millions et se retrouver encore plus endetté qu'avant? Pour le comprendre, il faut qu'on rembobine un peu. Pour bien comprendre le présent, il faut d'abord jeter un œil au passé. Quelle était la situation de l'OL juste avant que John Textor n'entre en scène? Alors, avant Textor, attention, tout n'était pas parfait. Le club avait déjà une dette importante, oui. Mais, et c'est un grand mais, cette dette était adossée à des actifs très solides. Le stade en propriété, des joueurs de grande valeur. Et surtout, il n'y avait pas de crise de trésorerie. Aujourd'hui, le tableau est bien plus sombre. La dette a grimpé en flèche, les actifs les plus précieux ont été vendus et les finances sont en alerte rouge. La situation s'est donc objectivement dégradée. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour ça, il faut se pencher sur la stratégie du nouveau propriétaire, un modèle de multi-club ownership porté par sa holding Eagle Football. Une méthode que certains observateurs comparent, à demi-mot, à une sorte de pyramide de Ponzi appliquée au monde du foot. Le schéma, en gros, se déroule en 4 étapes. 1. On achète plusieurs clubs. 2. On recrute énormément de joueurs, souvent en étalant les paiements sur plusieurs années. 3, et c'est là que réside l'astuce, en additionnant la valeur parfois surévaluée de tous ces joueurs, on gonfle artificiellement la valeur globale du groupe Eagle. Et l'objectif final, ce n'est pas forcément la santé à long terme de club, mais plutôt de revendre le groupe entier avec une plus-value rapide. Bon, revenons à notre question centrale. On a vu le plan, la stratégie. Mais concrètement, où sont passés les 320 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses grâce aux ventes? Allez, suivons la piste. Le détail des ventes est assez impressionnant. Rien que pour les jeunes pépites issus du centre de formation, comme Barcola ou Loukeba, on parle de près de 160 millions d'euros. Si on ajoute la vente de la franchise américaine OL Reign, celle de l'Arena, on arrive bien à ce total vertigineux de 320 millions. C'est tout un patrimoine qui a été liquidé en un temps record. Et voilà le principal coupable. L'argent n'a pas disparu, il a été dépensé. La masse salariale du club a littéralement explosé pour atteindre un niveau historique, jamais vu. Entre 170 et 180 millions d'euros prévus pour la saison prochaine. C'est ahurissant pour l'OL, surtout quand on sait que l'effectif actuel n'est pas forcément le plus qualitatif de son histoire. Voilà donc le point crucial. L'argent des ventes n'a pas servi à rembourser la dette. Il a été entièrement absorbé, englouti par des coûts de fonctionnement qui ont flambé, créant au passage un déficit record. En clair, des revenus exceptionnels ont été utilisés pour couvrir des dépenses courantes devenues hors de contrôle. Mais ce serait un peu trop simple de ne pointer du doigt qu'un seul homme. L'enquête révèle que si John Textor est bien au centre du jeu, il n'est pas le seul acteur de cette situation pour le moins critique. En réalité, plusieurs parties portent une part de responsabilité. Les autres actionnaires d'Eagle qui ont laissé faire, le fonds d'investissement RS qui aurait dû jouer son rôle de contrôleur, et même l'ancienne direction qui, sur la fin, a cherché un repreneur qui lui permettrait de conserver une certaine influence en coulisses. Le concept clé ici, c'est celui de garde-fou. Normalement, un mécanisme de contrôle. En tant que prêteur majeur, le fonds d'investissement Ares aurait dû être ce garde-fou. Mais leur gestion du dossier est qualifiée d'amateurisme fou. Ils n'auraient réalisé l'ampleur de la dérive que bien trop tard. Avec une telle dette et un modèle économique aussi fragile, quel avenir peut-on imaginer pour l'Olympique lyonnais? La situation ressemble de plus en plus à un cercle vicieux, au fameux serpent qui se mord la queue. Le club est désormais piégé. Chaque été, il doit vendre ses meilleurs joueurs simplement pour survivre et pour passer l'examen de la DNCG, le gendarme financier du foot français. Malgré ça, un nouveau déficit est déjà attendu cette saison. Et le vrai mur, le vrai danger, se profile à l'horizon 2027, avec des échéances de remboursement de prêts qui s'annoncent critiques. Et derrière tous ces chiffres, toutes ces stratégies financières, il y a une réalité humaine. Une réalité qui est brutalement résumée par cette phrase « Derrière, il reste plus rien ». Si. Il reste une chose, les fans, qui n'ont que leurs yeux pour pleurer.
On termine donc sur cette question. Elle peut paraître choquante, mais aujourd'hui elle est légitime. Face à un tel braquage financier et face à ce mur de dette qui se rapproche, une institution du football français comme l'Olympique Lyonnais peut-elle réellement risquer de disparaître? La question malheureusement reste ouverte.